Salut Philippe. Bonjour. Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion. L'idée, c'est que tu me dises un petit peu avec quelle énergie tu viens ce matin, qu'elle soit positive ou négative. Écoute, je pense que j'ai toujours un peu une énergie positive. Je dis, comme je le dis très souvent, depuis que j'ai pris 3 décharges de 20 000 volts, je suis devenu distributeur d'énergie positive. Donc, non, l'énergie est bonne, ça va. J'adore. Belle citation. Mais pour ma part, ça va aussi. Écoute, je suis plein d'énergie pour cette nouvelle année, plein de nouveaux projets. Et puis, je suis très, très heureux de t'avoir sur ce podcast, d'autant plus que je sais que ton temps est particulièrement limité. Donc, je te remercie de m'offrir l'opportunité de discuter avec toi aujourd'hui. Et d'ailleurs, je te propose directement de rentrer un peu dans le vif du sujet. Parce que, tu vois, je connais plein de sportifs, par exemple, qui se blessent parce que ça fait partie de la vie d'un sportif. Et la moindre petite blessure invalidante les déprime. Tu vois, ils perdent un petit peu leur enthousiasme, leur motivation. Toi, tu as perdu tes 4 membres à 25 ans. Comment, à ce moment-là, tu arrives à Ouais. transcender le corps et à te dire, OK, je continue à vivre, ma vie est pas finie et je vais faire un tas de choses. Ouais, alors ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, effectivement, hein. Il faut vraiment un long, long parcours. Bon, moi, il m'a fallu 10 ans. Honnêtement, il m'a fallu 10 ans pour que je puisse remonter la pente avec des phases. Bon, on va parler des fameuses 5 phases du deuil, hein, d'Elisabeth Kübler-Ross. La première phase, la négation. On refuse de ce qui nous arrive, hein. On est tous pareils, hein. Tout le monde franchit ces 5 phases à n'importe quel moment de sa vie, hein. Pour le moindre petit pépin, il faut franchir ces 5 phases, c'est obligatoire. Donc d'abord la négation. On refuse de ce qui nous arrive. On refuse la sanction. Avec les fameux pourquoi. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Mais il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour te harceler, pour te piquer, pour essayer de te réveiller. Essayer d'avoir un petit semblant de quelque chose. Après, tu as la phase de négociation. Moi, en l'occurrence, une fois que le personnel soignant était parti, ma famille était partie, il y a une partie de mon cerveau qui disait, mon gars, c'est terminé, arrête de lutter. Ça sert à rien, ta vie s'arrête maintenant. Pourquoi tu veux continuer? Et l'autre partie qui dit, attends, peut-être que, peut-être que, une petite lueur d'espoir quelque part qui traîne. Après, il y a la fameuse phase de dépression, puis vient la terrible phase de colère, et enfin la phase du retour à la vie, l'acceptation, le redémarrage. Moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille, mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. Ils ont toujours été à mes côtés pour m'épauler, quoi. Donc, quand on a une blessure ou qu'il nous arrive une grosse tuile dans la vie, il faut arriver à franchir ces 5 phases. Je dis pas que c'est facile, hein. Parce que les 5 phases que je viens de t'expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer un jour, une semaine, un mois, un an, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui s'exprimer, et pourquoi pas même avec qui pleurer. Ça, c'est hyper important. Lâcher cette mauvaise énergie qui est en nous, et pour essayer d'en trouver une nouvelle, la reprendre et redémarrer. Et moi, je te l'ai dit, il m'a fallu 10 ans pour franchir ces fameuses 5 phases. Ouais, tu parles de l'importance de ta famille, de tes amis. J'ai l'impression qu'on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus individualistes. Tu vois, à l'époque du Paléolithique, par exemple, la cohésion sociale était indispensable à la survie. Si t'étais pas ensemble, tu te faisais bouffer par un tigre ou t'avais pas de quoi manger. Et maintenant, dans nos sociétés d'opulence, où on a accès à la nourriture, à l'énergie, à un toit pour la plupart assez facilement, eh ben, on est très centré sur nous-mêmes, sur le fait de conserver notre argent, de montrer des preuves sociales de réussite, etc. Et j'ai l'impression que les épreuves un peu plus difficiles de la vie ont toujours le point commun de nous reconnecter aux autres, de nous montrer l'importance justement de partager, d'être là les uns pour les autres, de se soutenir. Et dans ton histoire, ce que j'entends, c'est que dans ces 10 ans, sans ta famille, sans tes amis, tu aurais probablement pas réussi à passer ces phases et tu aurais peut-être abandonné en cours de route. Ah non, c'est même évident. C'est même évident. Même à un moment donné où je veux vraiment mettre fin à mes jours, je veux atteindre un objectif et tu comprends que je suis un peu têtu dans ma vie, dans mon parcours. Et là, je vais demander un coup de main au psy. À la deuxième fois, je dis là, j'arriverai plus tout seul, quoi. Là, il faut m'aider à me reconstruire. Ça, c'était 7 ans après l'accident, tu vois. Et là, je dis là, je vais demander un coup de main au psy parce que je dis non, je pourrais pas y arriver tout seul. Donc, c'est pas un déshonneur de demander un coup de main. Je pense que le problème de notre société, comme tu le dis, qui a tout et ainsi de suite, on est tombé dans un excès où maintenant on n'ose plus demander un coup de main et surtout on nous a élevés dans le sens que demander un coup de main, ça doit être vécu comme un moment de déshonneur, comme un moment d'échec. Et moi aujourd'hui, sans les coups de main, j'aurais jamais réussi toutes mes aventures. Si j'avais pas demandé les coups de main à tous ces gens qui sont autour de moi, que ce soit les ingénieurs, les préparateurs physiques, les entraîneurs et ainsi de suite,
j'aurais jamais réussi mes objectifs. Donc tout ça pour te dire que le jeu JE n'existe pas. C'est on avance ensemble et on réussit ensemble. Que ce soit dans le sport, dans le monde de l'entreprise ou de la vie de tous les jours. Tu sais, tout à l'heure, tu as dit, on vit dans une société individualiste. Je suis pas aussi persuadé que ça. Parce que il suffit de regarder un petit peu dans les villages, les gens qui s'entraident, qui donnent des coups de main. Tu sais, on est un des pays les plus donateurs au monde. On est la France, un des pays, on est un pays les plus gueulards. Ça, on est des gueulards. On est des révolutionnaires. Ça, il n'y a pas de problème. Le moindre truc, on va se foutre dans la rue, on va gueuler comme des putois. Mais par contre, quand quelqu'un a une difficulté dans son entourage ou dans son village ou n'importe quoi, il y a un groupe de personnes qui va se mettre autour de lui et qui va être solidaire et qui va aider à le reconstruire. Ben moi, ça m'est arrivé, j'ai trouvé ça génial. Et aujourd'hui, moi, je continue à perdurer ça avec l'Académie Philippe Croison, des choses comme ça. Mais je suis pas persuadé qu'effectivement, il y a des gens qui sont individualistes, il y a des gens qui sont comme ça. Mais je pense que la grande majorité des gens sont des gens qui ont un cœur extraordinaire et qui ont envie de partager, qui ont envie d'aider. Et ça, on nous le montre pas, on nous le montre jamais. Donc c'est ça qui est assez terrible. Tu sais, il y a une citation que j'aime bien, je sais pas de qui est cette citation, mais la France est un paradis, mais vraiment, hein, la France est un paradis rempli de gens malheureux et de gens tristes. C'est assez incroyable, quand même. C'est assez incroyable. Moi qui suis très optimiste, je pense que je suis né optimiste. Je fais partie de la Ligue des optimistes de France. Et on espère, nous, notre petite maladie d'optimisme, qu'on va arriver à combattre ce pessimisme ambiant et désastreux et destructeur en plus. Hein. Donc voilà, je pense qu'on est dans un beau pays et qu'il y a plein de gens qui ont des forces vives qui sont là avec des collectifs pour montrer cette image positive. Bah écoute, je fais partie et je suis touché par la même maladie que toi. Je suis un éternel optimiste et ça doit être pour ça d'ailleurs que je suis entrepreneur parce que sans ça, j'aurais du mal à l'être à mon avis. Et c'est clair que ça offre une douceur de la vie, une douceur de l'âme qui est hyper appréciable et qui permet de triompher de n'importe quelle difficulté. Donc je partage tout à fait ton point de vue à cet égard. Et tu vois, on entend dans ta voix justement cet optimisme, ce fait d'être tourné vers l'objectif, vers le dépassement de soi, vers le fait de vivre avec intensité ta vie. Est-ce que tu as toujours eu ça au fond de toi, ou bien est-ce que ce qui t'est arrivé d'une certaine façon, de façon paradoxale, ça a un petit peu éveillé une sorte de wake-up call dans ta tête en te disant putain, j'ai envie de vivre ma vie à fond, j'ai failli mourir, je veux me reconnecter aux choses qui sont essentielles pour moi et faire quelque chose de ma vie. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, sans même y prendre garde, tu peux facilement te niveler vers une espèce de voie du milieu, parce que tes collègues vivent comme ça, parce que les autres vivent comme ça, etc., qui étouffe un petit peu ce feu intérieur qu'on a tous au fond de nous. Et tu vois, tu le disais, la France est un pays merveilleux, mais la Terre est un monde merveilleux, rempli d'opportunités, de choses incroyables à faire, à vivre, de moments de partage de qualité avec des gens, de sport à réaliser, de jeux. Et c'est quand même dommage, tu vois, d'étouffer tout ça sous une espèce de voie du milieu qui semble communément acceptée, mais qui est peut-être pas la seule. Et l'autre est peut-être pas assez montré, justement, tu vois. Un petit peu comme l'optimisme et les belles choses ne sont pas assez montrées par les médias, peut-être. Et ben, le fait de se dire que, ok, t'as la chance de vivre. C'est un don, tu vois. T'es incarné dans un corps. T'as la chance de vivre, d'avoir une expérience de vie sur Terre. Tu peux faire plein de choses avec. Bah ouais, Villa, mais je dirais que dans ta question, il y a deux réponses. La première, oui, je suis né comme ça. Je suis né optimiste. Je suis persuadé qu'on est optimiste. On peut le devenir. On peut travailler. Ceux qui sont pas nés comme ça peuvent le travailler, peuvent le devenir. C'est jouable. Après, il y a le fait d'avoir eu un grand traumatisme dans la vie et de vouloir s'en sortir. Et de se dire, OK, je suis mort le 5 mars 1994. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Donc, on appelle ça mener une autre philosophie de vie. Tu sais, quand j'étais au magazine de la santé pendant 6 ans, j'avais une chronique de 7 minutes en direct et une fois, j'avais retransmis une enquête qui avait été menée aux États-Unis, mais on avait demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. Ils étaient en fin de parcours. C'était fini. Ils se sont retournés, ils ont dit merde, si j'avais su. Mais moi, aujourd'hui, cette phrase, merde, si j'avais su, j'ai plus jamais envie de la dire. Et j'espère de tout mon cœur que je la dirai plus jamais. Quand j'ai une idée, j'ai un rêve, j'ai un objectif, j'ai une envie, je le fais. Je le fais. Je me pose pas de questions, est-ce que ça va... Tu sais, mon mode de fonctionnement, c'est, j'ai d'abord une idée.
Ensuite, je prends les informations. En troisième position, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens dans notre société ont des rêves, des envies, des objectifs, mais en deuxième position, ils vont mettre la peur. Avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque? C'est fini. C'est fini. Ils s'enlèvent 80% de chances d'y aller, juste en se faisant peur tout seul, sans prendre les informations. Et après, ces gens-là, ils vont dire, merde, si j'avais su. Mais alors, tu le savais. Tu le savais. C'est juste que tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnages qui sont mis à côté de toi, parce que ça, ces deux personnages-là, en général, ils s'entendent bien, c'est deux jumeaux. C'est la peur et le doute. Ça, c'est deux frangins. Quand ils viennent vers toi et qu'ils t'attaquent, faut pas que tu aies peur d'eux. Faut que tu les regardes droit dans les yeux et que tu les affrontes. Et tu dis, OK, la peur est là, le doute est là, mais maintenant, comment je vais faire pour atteindre mon objectif? Comment je vais faire pour atteindre mon rêve? Vous allez m'accompagner. Je sais que vous allez être là tous les jours. Mais on va être ensemble et on va atteindre mon objectif. On va atteindre mon rêve. Et surtout, je vais demander des coups de main à droite et à gauche. Je vais demander à des personnes compétentes de m'emmener dans ce défi complètement dingue. Tu sais, dans mes aventures, 99% des gens me disaient, mais Philippe, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Et pourtant, à chaque fois, il y a 1% qui y a cru. C'est mon équipe et moi. Et on a montré à ces 99% de pessimistes que tout était possible, que l'impossible c'était juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? Et surtout, c'est quoi nos objectifs? Donc voilà, encore une fois, tout est possible. Mais ça, il faut le vouloir, hein. C'est une décision de soi. On peut écouter, tu sais, on peut écouter les gens. On peut écouter les gens, ceux qui vous donnent des conseils, parce qu'attention, autour de toi, il y a plein de gens qui vont te donner des conseils. Et surtout des gens qui ont peur, qui ont une peur viscérale au fond d'eux. Il y a ceux qui t'aiment, qui vont vouloir te protéger, donc qui vont vouloir te freiner avec leur propre peur. Et il y a ceux qui ont peur que tu réussisses. Parce que là, ce serait pas normal. J'ai un ami qui s'appelle Rudy Koya qui dit que la différence entre un rêve et un objectif, c'est un plan. Et j'aime bien cette vision assez pragmatique des choses. Et comme tu le dis, tu vois, il suffit d'être tourné dans l'action. Et moi, je le vois dans ma vie de façon générale. Il y a plein de gens qui parfois me demandent comment je fais autant de choses. Et simplement parce que je me pose pas de questions, tu vois. Je suis con, je suis un peu naïf, j'ai un peu cette naïveté enfantine qui est que quand j'ai envie de faire un truc, j'y vais, je suis dans l'action. Et après, potentiellement, je me confronte aux difficultés, aux embûches. Mais c'est pas grave, je suis déjà engagé dans le truc, tu vois. Donc après, bon bah, tu trouves une solution sur le moment donné. Et en fait, tu vois, le fait d'être un petit peu, voilà, cette naïveté un peu enfantine, parce que quand j'ai une petite fille, tu vois, qui a 2 ans, et quand je la regarde, jamais avant de faire quelque chose, elle va se demander est-ce que je vais y arriver ou pas. Tu vois, elle a envie d'escalader quelque chose, elle le fait, et peut-être qu'elle y arrive pas, peut-être qu'elle va tomber en essayant, mais elle va pas, elle va directement essayer de le faire, et après, elle rate, bah elle recommence. Et tu vois, t'as pas cette peur aussi de l'échec, du fait d'être pointé du doigt parce que t'as essayé quelque chose et que t'as pas réussi. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos enfants, et moi, ma fille, en tout cas, m'a énormément inspiré. Et tu disais que les deux ennemis de nos rêves. Tu vas continuer, mais juste ce que tu viens de dire, il y a un défaut dans notre société aussi, ce qui est le défaut du fais attention. Pourquoi, quand on élève nos enfants, on leur dit en permanence fais attention. Quand on est à l'école, on nous dit fais attention. Quand tu rentres dans le monde de l'entreprise, on te dit fais attention. Et à un moment donné, tu fais attention, mais tu sais même plus pourquoi tu fais attention. C'est complètement dingue. Arrêtez avec ce mot de dire faites attention à tout le temps. Et aussi un autre mot. Ça, il faut qu'on arrête de se souhaiter aussi en permanence dans notre société, c'est de se souhaiter bon courage. Pourquoi, quand tu montes dans l'ascenseur, quelqu'un sort, bon courage. Tu vois le patron, bon courage. Tu sors de la boulangerie, bon courage. Mais arrêtez. Quand les gens me disent bon courage, putain, il va m'arriver un truc. Enfin, je sais pas, il va m'arriver une tuile. Vous êtes au courant de quelque chose? Dites-le moi, parce que là, je commence à avoir peur. Faut arrêter de se souhaiter bon courage en permanence. C'est une catastrophe. Ouais, non, t'as vraiment raison de le citer. J'avais jamais fait très attention à ça. Et pour autant, quand tu t'intéresses un peu à la biologie des croyances, etc., on comprend facilement comment ça peut impacter ta façon de voir le monde, et notamment la construction sociale de l'enfant qui, lui, se construit vraiment par l'exemplarité, etc. Et si tu lui dis tout le temps, fais attention. Ouais, non, c'est un super conseil. Bah, je vais y faire attention, justement, dans mon rôle de père aussi. Donc, non, c'est très, très juste. Et justement, tu disais que, donc, toi, le premier grand rêve que tu as eu après ton accident, c'était celui de traverser la Manche à la nage. Déjà, je me demande comment est-ce que tu peux avoir, ne serait-ce que imaginer ce rêve alors que tu n'as plus de bras ni de jambes. Comment t'y penses? Alors, cette idée, elle est venue sur mon lit d'hôpital. Quand je me réveille, après 2 mois de coma, je décide de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je me réveille, je reviens au monde une nouvelle fois. Mon petit bébé, il arrive au monde en même temps que moi, Grégory, mon 2e garçon. Et là, je décide de vivre. Je décide de me battre, de pas rester dans le marasme, mais de commencer la lutte.
Et je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et là, je regarde Thalassa et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. C'était la deuxième Française à réussir la traversée de la Manche depuis 1875. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après, cette gamine, pour réaliser son rêve. Et moi, je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. J'ai pas encore été en centre de rééducation. Et là, je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez, Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage, Marion, nage. Et moi, je regarde les images et je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié qu'on m'enlevait mes bras et mes jambes. Je regarde la télévision, je fais waouh. Pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi, je traversais pas la Manche à la nage? Et là, l'émission Thalassa se termine, je me réveille, je dis, oh la vache, j'aurai du boulot quand même. Mais c'est rentré dans ma petite tête. C'était cuit, ça y est, il fallait que je traverse la Manche à la nage. Et c'est pas un truc qui me harcelait, hein. Mais pas du tout, tu vois, j'en parlais comme ça de temps en temps, sporadiquement. Et c'est seulement des années plus tard, 10 ans plus tard, quand j'ai rencontré Susanna, ma chérie, ça fait 17 ans qu'on est ensemble aujourd'hui, eh bien, qu'elle me donne des ailes, qu'elle me donne des palmes, et qu'elle me donne son énergie pour que je puisse réaliser mon rêve, traverser la Manche à la nage. Et quand je me lance là-dedans, je sais pas ce que c'est. Tu vois, 10 ans plus tard, je sais pas ce que c'est. Et j'ouvre l'ordinateur et pour te dire, ça ne me harcelait pas, hein. 10 ans plus tard, pour la première fois de ma vie, je tape traverser de la Manche à la nage sur l'ordinateur. Et l'aventure était lancée. J'avais dit oui. Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Température de l'eau, 14 degrés en moyenne. Et taux de réussite chez les valides, depuis 1875, 10%. Oh, la galère dans quoi je suis parti. Et là, j'ai commencé à travailler, à m'entourer d'une équipe de winners. J'ai appelé des Français qui avaient réussi la traversée. J'ai trouvé l'ancien kiné de l'équipe de France de football 98, championne du monde, qui venait de s'installer dans ma région, Bruno Klein, un préparateur physique, un entraîneur de natation. J'ai monté une équipe. Alors, il y en a plein qui m'ont dit non, hein. Il y en a plein qui m'ont dit non. Mais il y en a qui ont dit oui. Et à partir du moment où il y a une personne qui dit oui, l'aventure est lancée. Là, ton énergie est gonflée à 1000%. Et tu sais, ce qui m'a mené dans mon aventure, l'énergie que j'ai eue, c'est la confiance que les gens m'ont accordée. Imagine un gars qui a 40 ans, qui est gras comme un lardon, qui a jamais fait sport de sa vie, et qui vient de voir, qui dit, voilà, je veux traverser la Manche à la nage, j'ai besoin de vous. Il y en a qui ont éclaté de rire. Il y en a qui ont dit non, mais dans tout ça, il y en a qui ont dit oui. Et ils ont transformé le bonhomme grassouillet, qui avait pas de bras et pas de jambes, qui n'était pas sportif de haut niveau, ils l'ont transformé en 2 ans. En 2 ans, on a fait 4000 km de natation, 35 heures de natation par semaine, 6 heures de gainage par semaine, pour arriver le 18 septembre 2010, où on a traversé la Manche à la nage, parce que c'était une équipe extraordinaire, en 13h26 minutes. Et là, ça a changé ma vie une nouvelle fois. Et les cavaliers de la peur et du doute dont tu parlais un petit peu tout à l'heure, qui viennent t'empêcher de réaliser tes rêves, ils se sont forcément réveillés, et au moins à 2 moments. Au premier, c'est-à-dire quand tu as voulu mettre en œuvre ce projet, et donc tu le disais, c'est notamment le soutien de ta femme qui, elle, croyait en toi, qui t'a peut-être donné la force d'essayer de le mettre en œuvre. Et puis après, quelque part, c'est autoréalisateur parce que tu contactes des gens. Certes, certains te disent non, mais comme tu le dis très bien, il y en a un qui te dit oui et tu dis ok, c'est possible. Donc là, je comprends un petit peu le mécanisme. Après, tu as quand même réussi à surmonter ça. Je suppose que ça te donne une sorte d'ancrage, de référentiel, comme quoi ce que tu penses impossible est possible. Est-ce que c'est grâce à cet ancrage-là que quand tu es réellement dans l'eau, que tu dois nager 13 heures, dans cette eau à 14 degrés, dont tu sais que tes chances de réussite sont peut-être de 1%, si on prend 10% pour les valides, je pense que pour un invalide, c'est peut-être 1%. Et au bout d'un moment, forcément, tu vois, peut-être que les 4 premières heures de nage, ça passe. Au bout d'un moment, t'en peux plus, t'es crevé, t'as froid, tu te dis putain, j'ai fait que 4 heures, il m'en reste encore 9. Mais comment je vais arriver au bout? Alors là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment est-ce que tu arrives à surmonter ton cerveau qui dit ok, stop, t'y arriveras pas, t'es crevé, arrête? Alors, la plus grosse lutte pour moi lors de la traversée, c'était l'émotivité. Je suis quelqu'un de très émotif, hypersensible. Donc, pour apprendre à gérer mon émotivité, j'ai fait 4 mois de sophrologie. 4 mois de sophrologie juste pour gérer cette émotivité, ne pas craquer le jour J. Une larme et ça s'arrête. C'est fini. Mon énergie s'en va. Tu sais très bien, quand tu craques, que tu pleures, après t'es un chamallow, quoi. T'es tout mou, t'as plus d'énergie, t'as plus rien, t'as tout dépensé dans cette fameuse larme qui a coulé. Et après, je me suis préparé physiquement et mentalement. C'est-à-dire que le jour J où j'étais prêt, le jour où on m'a mis dans l'eau, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, jusqu'à la bêtise même, hein. Heureusement qu'à bord, il y a un huissier, il y a un médecin dentiste, il y a l'équipe pour ma sécurité, pour m'arrêter, parce que moi, je suis conditionné pour nager. 2 ans, c'est que ça, c'est 35 heures de natation par semaine. Faut se rendre compte. Des fois, je nageais dans un bassin de 25 mètres pendant 9 heures,
de l'ouverture à la fermeture de la piscine. Je nageais pendant 9 heures dans un bassin de 25 mètres. Tu deviens un poisson rouge, quoi. Tu deviens un dingo. Et surtout, j'avais dit à mon équipe, je voulais aucune information. C'est-à-dire, au moment où vous mettez dans l'eau, vous me donnez des informations sur ma nourriture, mais jamais d'informations sur le temps. Combien de temps il me reste à nager? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand j'ai quitté les côtes anglaises, je n'ai jamais regardé les côtes anglaises. Quand je suis arrivé sur les côtes françaises, je n'ai jamais regardé les côtes françaises. Je voulais aucune information. Je voulais faire qu'une chose, ce que j'ai appris en 2 ans. Nager. Écouter mon corps. Écouter mon corps, voir comment il va, est-ce qu'il va mal à droite? Est-ce que je compense à gauche? Voilà. Rester focus sur ma nage. Tu sais, c'est quand tu deviens sportif de haut niveau, tu visualises l'arrivée, tu visualises ton objectif. Et quand je suis dans l'eau, je vide mon cerveau et je fais qu'une chose, nager. Ne pas avoir d'émotion. Et ça arrivait, bien sûr, que des fois, j'avais des boules d'émotion qui montaient. Je pensais à mes premiers 25 mètres où j'ai failli me noyer à Châtellerault. Quand j'ai fait mes premiers 25 mètres, je savais pas nager. Quand ils m'ont mis dans l'eau, j'ai pas été dans le bon sens, j'ai coulé. Ils sont venus me chercher au fond de l'eau parce que je savais pas nager, je leur avais pas dit, je voulais leur faire la surprise. Là, ils se sont dit, putain, ça commence bien. Quand tu veux convaincre une équipe, ah ouais, tu peux pas tout leur dire. Tu peux pas leur dire, écoutez, je sais pas nager, j'ai besoin de vous, je vais traverser. Non, je dis, venez à la piscine, je vais vous montrer ce que je sais faire. Bon, bah, je sais rien faire. Donc, et je pense à mes 2 garçons et la boule d'émotion monte et je fais de la sophrologie tout en nageant pour me calmer. Tu vois, à un moment donné, je suis malade, j'ai froid, je suis au milieu de la Manche, je suis en train de vomir. Et là, je demande à mon équipe, je dis, combien de temps? D'après vous, combien de temps il reste? Et là, toute l'équipe tend le droit vers la France et ils me disent, ta gueule, nage. Ils me disent pas, tais-toi et nage. Non, ils me disent, ta gueule et nage. Parce que je leur avais dit, je ne veux aucune information. S'ils me disent, par exemple, Philippe, il te reste 5 heures ou 6 heures, qu'est-ce que va faire mon cerveau? Il va enregistrer 5 heures ou 6 heures. Et au bout de 5 ou 6 heures, mon cerveau, il va dire, hop, 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 hop. On va dire que c'est fini, là. Moi, j'arrête, mon gars, là. C'est terminé, moi. Alors que non, pas d'information. Je vais au bout de l'objectif. Donc, c'est comme ça que je me suis préparé. Tu sais, très souvent, on me demande, après mes conférences, on me dit, Philippe, est-ce que tu t'es préparé à l'échec? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, j'ai planté la graine de l'échec dans mon cerveau. Si je plante la graine de l'échec en disant, je vais me préparer à cet échec, à ce tsunami de l'échec, je plante la petite graine dans mon cerveau. Qu'est-ce qu'elle va faire, la graine? Elle va pousser. Il va y avoir des racines qui vont se mettre en place. Il y aura une petite plante qui va pousser. Et le jour où j'ai une difficulté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'appuyer sur cette petite plante en disant, ouais, je l'avais prévu. J'avais prévu l'échec. Tout va bien. Je suis dans le confort. Je vais rester dans le confort. Non, non, non. Il n'y a pas de confort dans une aventure comme celle-ci. Il y a que du dur. Il y a que du dur. Il faut arriver au bout. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je prépare mon mental, je visualise l'arrivée. Je visualise la réussite. Je visualise la joie de mon équipe. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, dans toutes mes aventures, en préparation mentale, dès que je me mets que ce soit l'auto-hypnose, la cohérence cardiaque ou la sophrologie, je m'apaise et je visualise l'arrivée. Je visualise la réussite. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, on va au bout. Et du coup, en 2 ans, tu as fait beaucoup de préparation mentale toutes les semaines, par exemple, un peu comme un entraînement physique. Tu as eu recours à ces exercices, notamment de visualisation, où tu te voyais en train de nager, tu pensais, tu te projetais dans ton corps, tu sentais les mouvements, tu visualisais l'arrivée, le bonheur que tu allais ressentir, le partage avec ton équipe, etc. Complètement, mais complètement. Enfin, la spiritualité d'une aventure, elle est hyper importante. Je dirais que, tu vois, la Manche, on va dire que c'est 25% physique et le reste, c'est la tronche. Le reste, c'est la tronche. Et tout exploit sportif, c'est le physique est là, il est important, il faut que tu le prépares, mais le reste, c'est la tronche. Tu sais, une semaine avant de traverser la Manche, tous les jours, je demandais à mon équipe de m'emmener au haut des falaises anglaises. D'ailleurs, qu'on était pendant une semaine en Angleterre avant de traverser. Il y avait tempête, il y avait du vent, il pleuvait. Je demandais à mon équipe de m'emmener au haut de la falaise. Je descendais de mon fauteuil, je te jure. Je descendais de mon fauteuil, je me mettais dans l'herbe. J'étais trempé. Et je me mettais en méditation et je regardais la Manche. Je lui disais, laisse-moi passer. Je te promets, j'en ai chié pendant 2 ans, mais il faut que tu me laisses passer, s'il te plaît. Et je lui parlais. Et je lui parlais. Et le jour où on m'a mis dans l'eau, elle m'a laissé passer. Elle m'a laissé passer. Il y avait un moment, il y a eu pétole, il y avait plus de vent dans la Manche, il y a eu tempête. Et quand on arrive sur le Cap Grinic, c'est la nuit, c'est la tempête, et que je m'éclate dans les falaises, et qu'on repart en Angleterre, là, il y a une tempête monumentale, mais pendant toute la traversée, elle m'a laissé passer. On savait qu'on avait une fenêtre météo très très courte. Imagine, mon équipe a imaginé que j'allais nager pendant 24 heures. Ils imaginaient entre 20 et 24 heures de nage. Et vu qu'il y a eu pétole, j'ai mis 13 heures 26 minutes de nage. La Manche m'a laissé passer. Et ça, parce que j'en suis persuadé, j'ai parlé avec elle. Tu vois, quand je suis malade, tout à l'heure, je peux pas que je suis malade. J'aime beaucoup le côté
qu'il faut parler, il faut communiquer, même avec la nature. Et quand je suis malade au milieu de la Manche, j'ai une vidéo qui est extraordinaire parce que mon équipe a filmé toute la traversée. Je suis pas bien, je parle à mon équipe, je suis en train de gerber, je suis à la ramasse totale. Et là, ils filment, et là, il y a 3-4 dauphins qui arrivent et qui se mettent avec moi, quoi. Et qui nagent avec moi. Et là, l'équipe, au ravitaillement d'après, moi, je les ai pas vus, les dauphins, hein. L'équipe, parce que je suis tellement focus dans mon truc, l'équipe, au ravitaillement d'après, t'entends qui me gueule dessus, t'as vu les dauphins, t'as vu les dauphins? Je dis non, j'ai rien vu du tout. Qu'est-ce que je dois voir? Et là, je repars. Et c'est après, je revois la vidéo, après, quelques jours plus tard, Susanna me montre les vidéos, elle me dit, regarde, t'as vu les dauphins, ils sont avec toi, ils sont en train de nager. J'étais halluciné, quoi. Donc, non. Et c'est pour ça qu'aussi, je dis pas qu'il y a des trucs extra naturels, hein. Je dis simplement que je me prépare, que je m'entraîne, je prépare mon mental, mais pour les 5 continents, Arnaud, à un moment donné, dans l'aventure, il m'appelle Moïse. Parce que dès qu'on me fout le cul dans l'eau, la mer devient plate. Mais je te jure, on a relié les 5 continents à la nage, c'était un truc de dingue. Le détroit de Gibraltar, il y a tempête, il y a machin, on me fout le cul dans l'eau, paf, le vent se calme, on va au Maroc, on me refoule dans le bateau, on repart en Espagne, il y a tempête. Et le temps qu'on traverse, la mer est calme. C'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, on peut appeler ça aussi de la chance. Ouais, bah après t'as l'air d'avoir une forme d'humilité, de connexion avec la nature, avec les éléments. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui se sentent tellement forts et intelligents, qui sont capables de contrôler la nature. Et toi, à l'inverse, t'as l'air d'avoir un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus spirituel avec le monde dans lequel tu vis. Et je vais pas te dire que c'est ça qui te permet d'avoir une mer plate quand tu vas nager, mais en tout cas, je pense que dans la relation que tu as avec la nature, avec ton corps, avec la vie, il y a une forme de spiritualité qui est particulière et intéressante. Tu sais, quand je vais pas bien, enfin moi j'habite maintenant au bord de la mer, hein, là je te regarde et je regarde la mer en même temps. Mais avant j'habitais à 2 heures de La Rochelle, et avant de mener mes aventures, quand j'allais pas bien, je prenais ma voiture, je faisais 2 heures de route. Et je me mettais avec mon fauteuil, je me mettais en face de la mer et je la regardais. Et elle m'apaisait, elle me calmait. Et pendant mes entraînements, quand j'étais, parce qu'il n'y a pas de super-héros, hein, il y a que des gens qui travaillent et qui veulent réussir leur vie et leur parcours de vie et leur objectif. Et quand j'allais pas bien, que je craquais, que le moral était en bas des roues de mon fauteuil, que j'étais vraiment à la ramasse, je prenais j'ai un gros fauteuil électrique tout terrain et j'allais dans la forêt. Et je pleurais, je hurlais, je gueulais comme un putois, tu vois. Il fallait que je vide cette mauvaise énergie. Le premier lapin qui passait, il s'en prenait plein la tronche, le pauvre lapin, il dit, mais j'ai rien fait, moi. Je dis, c'est pas grave, faut qu'il y en ait un qui prenne. Et après, une fois que j'avais vidé cette mauvaise énergie, je revenais et je repartais à l'entraînement. Je reprenais une nouvelle énergie dans la forêt. Donc, ça, c'était vraiment mon mode de fonctionnement. De vider cette mauvaise énergie qui était en moi. Et justement, tu parlais de l'entraînement et du fait que tu passais parfois 9 heures en piscine à nager sur une journée, ce qui est colossal, alors qu'à la base, tu savais pas nager. Donc, je me dis, quand tu as caressé ce rêve-là des yeux, en fait, tu savais même pas si tu allais aimer être dans l'eau. Et donc, au final, est-ce que tu étais capable, pendant 2 ans, de t'entraîner à ce point-là et parce que tu étais focus sur ton objectif, que tu voulais le réaliser et que tu voulais réaliser cet exploit, ou est-ce que t'as développé quand même une motivation intrinsèque et un plaisir à nager? Alors, je reprends sur ce que tu viens de dire, mais j'ai toujours adoré l'eau, hein. Et le premier truc, quand j'ai eu mon accident, c'était de retourner dans l'eau. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en centre de rééducation, il y a une piscine. Dans tous les centres de rééducation de France et de Navarre, il y a une piscine, en général. Pourquoi il y a une piscine? Parce que c'est un élément naturel. Tu sais, je pense qu'on a, bon, c'est pas que je pense, on s'en suis persuadé, on a baigné pendant un liquide pendant 9 mois. Si tu vois ce que je veux dire, dans le ventre de notre mère. On était bien dans ce liquide. On était protégés. On était dans le ventre de notre maman. Et quand il nous arrive une grosse tuile, qu'il nous arrive une catastrophe, on a besoin de retourner dans ce liquide. Excuse-moi. On a besoin de retourner dans ce liquide. Et la piscine, pour moi, l'eau était naturelle. Je me sentais bien, quoi. J'étais en plénitude quand j'étais dans l'eau. C'est-à-dire que je me réappropriais mon corps. Même si j'avais plus de bras, plus de jambes, je me réappropriais mon corps dans l'eau, quoi. J'étais bien. À chaque fois que je suis dans l'eau, je me retrouve. Donc, et voilà. Donc, je me souviens plus de ta question parce que j'avais vraiment envie de te parler de cet élément liquide qui, au fond de nous, est primordial et important. Non, mais tu as répondu. Je te demandais si justement tu arrivais à nager autant simplement parce que tu étais drivé par l'exploit que tu voulais réaliser, ou si tu avais vraiment du plaisir à nager pendant 9 heures. Et donc, alors, visiblement, à un moment donné, t'as plus trop de plaisir.
Faut être honnête, hein. À un moment donné, t'as plus trop de plaisir. Mais ce qui m'a apporté, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la confiance que les gens m'ont accordée et surtout, je voulais réussir mon objectif parce que, comme je le disais à Susanna, quand Susanna perdait le moral ou moi je perdais le moral ou mon équipe perdait le moral, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de jeu. Quand moi j'allais pas bien, mon équipe a remonté le moral et quand mon équipe a voulu lâcher à un moment donné, c'est moi qui a remonté le moral de mon équipe. C'est vraiment un collectif. Et quand j'allais pas bien, je disais à Susanna, quand Susanna n'allait pas bien, je leur disais, mais si je réussis cette aventure, je vais changer mon parcours de vie. Et je vais plus vivre sous le seuil de pauvreté. Je vais plus vivre avec l'allocation adulte handicapé en France, qui me permet juste de survivre, mais ne pas de vivre. Et donc, je savais que si je réussissais cette aventure, j'allais changer mon parcours de vie. Il allait se passer quelque chose. Forcément, il allait se passer quelque chose. Je savais pas quoi, hein. Je savais pas que j'allais devenir conférencier maintenant, aujourd'hui, et que ce soit un métier à plein temps, et que j'avais pratiquement une conférence par jour. Et que j'allais vivre du fruit de ce travail. Mais je savais qu'il allait se passer quelque chose si je réussissais cette aventure. Donc, c'est vraiment ce qui m'a mené. C'est ce rêve. Tu te lasses pas de faire une conférence par jour, à parler toujours de la même histoire, des mêmes anecdotes, etc. Non. Je suis l'homme le plus heureux du monde quand je suis sur scène et que je partage avec les gens, mais je suis l'homme le plus heureux du monde. Je sors, je suis rincé, hein, parce que je donne tout, hein. Susanna m'attend avec une grosse serviette éponge. Je tombe dans le fauteuil. Après, elle me démonte, elle me met, je reprends vie. Mais quand je suis sur scène, là, tu vois, je suis calme, je suis avec toi, je suis détendu. Mais sur scène, je suis debout, je suis avec mes prothèses. Et j'en vois, hein, c'est un one man, hein, j'en vois du lourd. Les gens rigolent, pleurent pendant une heure, quoi. C'est un ascenseur émotionnel. Et même moi, pour moi, c'est un ascenseur émotionnel. Parce que j'en vois du lourd, quoi. Donc, non, c'est un gros moment de partage. Et j'adore ça. J'adore ça. Alors, effectivement, des fois, Susanna me freine parce que des fois, je suis un peu trop fatigué, je donne trop. Et ça m'est arrivé que Susanna sonne la sirène d'alarme en disant, là, tu vas trop loin, là. Calme-toi parce que t'es en train de te détruire dans tes conférences et faut que tu te calmes, mon garçon. Donc, des fois, elle appelle, elle annule et on part, elle prend mon ordinateur, elle prend mon téléphone et elle me met en blackout pendant 3 jours pour que je puisse récupérer tranquillement. Mais je sais pas dire non, c'est ça mon problème, c'est que je sais pas dire non. Et donc, il faut une équipe autour de moi pour dire non à ma place. Donc, et ça, tu le sais, ça, hein, parce que toi, t'es un malin aussi, hein. Parce que quand t'as un objectif, tu lâches pas l'affaire, parce que tu m'as pas lâché, et parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de podcasts aujourd'hui, qu'il y a tellement de demandes que je suis obligé de dire non. Mais toi, David, t'as su dire ah non, mais attends, je t'ai pas assez travaillé au corps, tu vas continuer, tu m'as pas compris. Et ça, j'adore. Et c'est pour ça que je t'ai dit oui à la fin, que j'ai craqué, parce que j'adore cette façon de faire, parce que ne pas lâcher, atteindre son objectif. Quand tu as un rêve, il faut aller au bout, quoi. Si on te jette par la porte, tu rentres par la fenêtre. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et tu as fonctionné comme ça pour moi, et c'est pour ça qu'à la fin, je t'ai dit oui. Ouais. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir dit oui. En tout cas, dans cette première demi-heure, j'adore parler avec toi. J'adore les gens enthousiastes, tu vois, qui ont vraiment ce feu intérieur. J'en parle souvent, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment trop de gens qui passent à côté de l'intensité de leur vie. Et c'est dommage, tu vois, t'en parlais tout à l'heure de ces mourants et des regrets qu'ils avaient. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et souvent, c'est trop tard quand on s'en rend compte. Et si par le biais de ce podcast ou même de la responsabilité qu'on a tous d'influencer notre microcosme autour de nous par les mots qu'on dit, les petits sourires, etc., la façon dont on peut inspirer les autres, si je peux participer à donner envie aux gens de vivre à fond leur vie, notamment en ayant la chance de recevoir des gens comme toi, je me sens heureux et aligné avec moi-même. Et justement, toi, quand t'arrives, ouais. Et justement, quand t'arrives de l'autre côté de la Manche, ok, t'es super heureux, t'as réussi un exploit, ton exploit, mais c'est aussi un exploit tout court. Mais après, je suppose qu'il y a peut-être une forme de sentiment de vide qui arrive, parce que, ok, maintenant j'ai réussi ça, j'ai dédié 2 ans de ma vie à réussir cet exploit. Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il y a 2 sentiments qui m'ont attaqué. 2 sentiments très très forts, hein. Le sentiment de joie, intense. Je pense que tu ressens ce que quand un athlète de haut niveau atteint la médaille d'or, qu'il entend la Marseillaise et qu'il voit le drapeau bleu blanc rouge se lever devant lui, cette fierté qu'il a. Et ça, je l'ai ressenti quand je suis arrivé sur le Cap Griné. Cette joie mais monumentale et en même temps la tristesse. C'est fini. Et donc ces 2 sentiments m'ont travaillé, je dirais, pendant tout le retour en pleine tempête sur le bateau. Quand je suis malade, Susanna est petite contre moi, l'équipe pleure. Mais toute l'équipe se met à chialer, hein. L'huissier, le docteur, enfin j'ai fait chialer un huissier, quoi. Et toute l'équipe se met à chialer. Et je pense que tout le monde a ce sentiment incroyable de dire on a réussi ce défi complètement dingue et c'est fini.
on va se séparer. Et c'est pour ça qu'après, moi, je suis reparti dans une autre aventure de relier les 5 continents à la nage dans la foulée, pratiquement. Susanna, ma compagne, m'a demandé de m'arrêter, de me calmer, mais j'ai pas pu. J'avais une hantise, c'était de retourner dans mon canapé et d'avoir cette dépression, cette colère peut-être après derrière. Tu vois les fameuses 5 phases que je t'ai expliquées tout à l'heure d'Elisabeth Küpler-Ross. Et j'avais pas envie de les ressentir tout de suite. Et je suis reparti dans une nouvelle aventure, mais d'abord je suis parti dans la tempête médiatique. Pardon, il y a la tempête médiatique planétaire à laquelle je m'attendais pas. Pour te dire, je m'attendais pas à autant de médias dans le village de Ouessant, entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné. Ils ont fermé le village, ils ont envoyé un escadron de gendarmerie pour fermer le village. Tellement il y avait des médias du monde entier qui étaient venus. Et moi, je ne le savais pas. Hein. On m'a protégé. On m'a pas dit qu'il y avait autant de médias. Et c'est mes parents qui m'appellent le lendemain, ils me disent Philippe, faut que tu rentres, il y a plein de médias et tout le monde t'attend ici à Ouessant. Et moi, je vais voir mon équipe, je dis, je suis désolé, mais je peux pas partir. Je peux pas me séparer de vous, quoi. Et le médecin, lui, il dit, putain, on a des rendez-vous, nous, et tout, et il me regarde, il me dit, non, on peut pas partir non plus. On reste avec toi. On est resté en Angleterre une journée de plus. Et le surlendemain, je reviens au petit-déj. Je dis, je peux toujours pas partir, les gars. Je peux toujours pas partir. Et on est resté 3 jours. Toute l'équipe soudée. On est resté 3 jours ensemble. On pouvait plus se séparer, quoi. On avait du mal à partir les uns avec. Et là, les médias me pourrissaient. On me disait, ouais, faut venir et tout. Et je dis, mais j'en ai rien à foutre. Je vous ai pas demandé de venir, moi. Je l'ai pas fait pour vous. Et je suis venu 3 jours plus tard à Ouessant. Et là, j'étais attaqué par les chaînes de télévision, les radios, la presse écrite. Enfin, c'était un truc de dingue. Et là, les médias ont foncé sur moi, dit ouais, donnez-nous des vidéos, on a besoin de vidéos et tout ça, vous allez faire le tour du monde et tout ça. Et je me souviens, il y avait appelé l'agence américaine, M6 et ainsi de suite, et TF1 qui disait ouais, on a besoin de vidéos. Je dis non, non, non. Je dis moi, je vous donne pas mes vidéos, moi. Et les mecs, ils disent mais t'es con, quoi, enfin, t'es malade, enfin, l'exploit que tu viens de réaliser, tu te rends pas compte et tout. Je dis non, non. Je dis vous voulez des vidéos? Vous voyez la journaliste là-bas? Elle s'appelle Marie-Noëlle Missud. Elle travaille à France 3 Poitou-Charentes. Et les mecs, ils disent mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous, de France 3 Poitou-Charentes? Je dis, elle, ça fait 2 ans qu'elle me suit. Ça fait 2 ans qu'elle m'a accordé sa confiance. Vous voulez des images? Vous allez la voir. Vous allez acheter ces images. Et là, Marie-Noëlle vient me voir, elle me dit, non, mais arrête, Philippe, c'est pas grave. Je dis, je m'en fous. Elle dit, non, non. Je dis, moi, je m'en fous pas, moi. Je dis, ça fait 2 ans que t'es avec moi, tu fais partie de l'équipe. Je dis, ils vont venir te voir. Et moi, je suis monté dans le camion et je suis parti. Les mecs, mais non, mais t'es pas vrai. Non, je m'en vais. Et là, ils ont été voir Marie-Noëlle Missud. Ils ont acheté les images de France 3 Poitou-Charentes, tu vois. Et ça a fait le tour du monde quand même. Mais je suis resté fidèle à ceux qui m'ont accordé leur confiance. Et je suis parti dans une tempête médiatique. Et là, mon entraîneur est rentré à la maison. Et mon entraîneur, Valérie Carbonel, m'a dit toujours pendant 2 ans, ne me demande pas d'être ton ami. Je ne serai pas ton ami. Tu m'as demandé un objectif. Tu m'as demandé de t'emmener à la victoire. Donc, ne me demande pas d'être ton ami. Tu vas souffrir. Et je vais te faire souffrir. Et c'est vrai que quand on est resté 3 jours en Angleterre, le deuxième soir, il y avait une petite boîte de nuit dans l'hôtel. On a été à la boîte de nuit, tu vois. Et mon entraîneur vient vers moi, elle me dit bien, on va danser et tout. Ça m'a glacé le sang. Je dis mais je peux pas danser avec toi, t'es mon bourreau. Ça fait 2 ans que t'es mon bourreau. Tu m'as emmené à la victoire, mais ça fait 2 ans que tu me dis que tu peux pas être mon ami. Et j'ai pas pu danser avec elle. Psychologiquement, j'ai pas pu danser avec elle. Et elle est rentrée à Châtellerault. Moi, je suis parti dans ma tempête médiatique qui a duré des semaines. Et quand je suis rentré, je dirais, ça durait même 2-3 mois. Et quand je suis rentré à Châtellerault, on m'a dit putain, Valérie, elle est vraiment pas bien. Et c'est pas moi qui ai eu le burn-out. C'est pas moi qui ai eu la dépression. C'est mon entraîneur. C'est mon entraîneur qui est rentré dans une dépression monumentale après l'aventure. Parce que derrière ça, elle avait plus rien et elle s'est retrouvée toute seule. On lui a filé un mec qui avait pas de bras et pas de jambes, qui était gras comme un lardon, on lui dit transforme-le. Emmène-le à la victoire. Imagine la pression pour cette nana, pour cet entraîneur. Et elle a eu une pression de dingue pendant 2 ans. Elle a eu la peur pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, elle se retrouve toute seule. Et après, c'est moi qui ai été la voir. On a discuté. Et à partir de ce moment-là, on est devenus amis. C'est moi qui lui ai donné le coup de main à ce moment-là. Et on est devenus amis à ce moment-là, tu vois. Mais avant, je pouvais pas, quoi. C'était pas jouable. Il y avait le dominé et le dominant, quoi. Il y avait le mec qui avait son rêve et celui qui devait l'emmener dans son objectif. Donc, et ça, je pense que c'est hyper important. Excuse-moi, je vais sauter du coq à l'âne, mais parce que j'y pense maintenant, mais quand t'as un objectif comme ça et que tu as besoin de personnes compétentes autour de toi, il faut pas que les personnes compétentes soient mielleuses, soient gentilles. Oh, tu n'y arrives pas aujourd'hui. Bon, on fera un peu plus demain. Non, 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 non. C'est aujourd'hui, je t'ai demandé, tu fais 9 heures, tu fais 9 heures. Aujourd'hui, je t'ai demandé, tu nages pendant 5 heures dans les rouleaux dans une tempête, tu nages pendant 5 heures dans les rouleaux pendant une tempête. Et je me souviens, quand je suis à Noirmoutier, je nage dans les rouleaux pendant 4 heures 55 minutes et je m'éclate sur la plage, je suis mort. Et mon entraîneur me regarde, elle me tend la main, elle me dit, il reste 5 minutes.
Dégage. Il n'y a pas de compassion. Il n'y a pas d'amour, là. Il faut atteindre un objectif. Et tu regardes tous les sportifs de haut niveau qui ont réussi. On regarde Laure Manodou, avec Philippe, avec son entraîneur. Et ce mec, tu le vois à la télé, il pense qu'à gueuler, il pense qu'à aller brimer, à aller machiner, mais ils vont à l'objectif, ils ont la médaille d'or. Et ces sportifs, quand ils en ont marre de l'entraîneur, qu'ils changent d'entraîneur, ils veulent un entraîneur un peu plus mielleux. C'est fini. Ils atteignent peu les objectifs. Ils atteignent peu les performances qu'ils avaient avant. Il y a Nick Hayel, quand il part aux États-Unis, parce qu'il en a marre de son entraîneur en France, quand il revient, il est plus bon à rien. C'est fini. Et il remontera plus jamais la pente. Il a quitté son entraîneur. Parce que c'était trop dur. Mais quand c'était trop dur, il a atteint son objectif. Et c'est tout. Mais tu vois ces difficultés-là que tu as ressenties, que ce soit à l'entraînement ou quand tu réalises finalement ton exploit, est-ce que c'est pas ça aussi qui permet, par biais de contraste, de profiter de toutes les choses simples de la vie? Tu vois, par exemple, une douche chaude, tu vas jamais autant la savourer que si tu prends tout le temps des douches froides. La difficulté, quelque part, l'adversité te permet de te reconnecter, de te reconcentrer sur les choses qui ont réellement du sens pour toi, qui sont réellement importantes, ce que t'aimes, etc. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais vécu pendant longtemps avec l'allocation personne handicapée qui était relativement faible et qui te permettait pas de vivre pleinement ta vie. Bah, probablement que c'était une période où tu étais peut-être plus stressé d'un point de vue financier, d'un point de vue existentiel, tu vois. Et j'ai l'impression qu'après tout ce que tu as traversé aujourd'hui, tu ne peux avoir que confiance. En fait, tu minimises tous les petits problèmes, tous les petits tracas que tu peux avoir au quotidien parce qu'ils sont rien comparé à ce que tu as vécu, à ce que tu as traversé. T'as survécu à la mort, t'as perdu tes membres, tu t'es entraîné comme un fou pendant 2 ans, t'as traversé la Manche à la nage. À côté de ça, le fait d'être en découvert sur son compte, c'est un petit détail quelque part. Et donc, j'ai l'impression, tu vois, je reviens un petit peu sur les mots de notre société et mon but n'est pas seulement de critiquer la façon dont on vit, mais plutôt de montrer d'autres façons peut-être d'être heureux. Mais quand tu es tout le temps dans le confort, quand tu es tout le temps dans le dans le confort, dans le fait tu passes ta journée, tu t'achètes, tu te fais livrer Uber Eats et puis tu passes ta soirée après devant Netflix, tu prends une bonne douche chaude le matin, etc. T'as jamais un petit peu de sortie de cette zone de confort. Et ben quelque part c'est difficile d'apprécier les choses, tu vois. On voit par exemple les personnes qui sont très riches, s'accoutument au luxe. Il y a une accoutumance au luxe qui te pousse à consommer toujours plus, à acheter des choses toujours plus chères. Et en réalité, la satisfaction de la vie diminue au fur et à mesure parce que, c'est comme une course sans fin où tu essaies d'ajouter pour répondre à ce besoin dopaminergique, sérotoninergique, etc. Mais par l'accoutumance de toutes ces possessions, tu es de moins en moins satisfait, de moins en moins heureux au fur et à mesure où tu accumules. Et donc voilà, je pense qu'il y a des vertus du coup à souffrir, à avoir ce rapport difficile, à se dire ok, ça fait 4h55 que tu es en train de crever dans l'eau, maintenant t'as pas fait tes 5 dernières minutes, t'y retournes. Voilà, je pense que après quand tu peux vraiment te reposer, tu savoures pleinement ce moment, surtout si tu le partages avec des gens que t'aimes et avec de la bonne nourriture. Mais tout ça, ça s'apprend. Enfin, tout ça, je l'ai appris. Je te l'ai dit, moi, je suis une optimiste et je pense que j'ai cette énergie de combattant, mais et qu'on l'a tous en nous. Mais tant qu'on n'en a pas besoin, on l'utilise pas. Mais pour répondre je me suis un peu perdu là dans tout ce que tu as dit là. Parce que mon cerveau. Le problème, c'est que non, ça y est, je suis revenu. Tu peux avoir du dépassement de soi, tu peux avoir une grosse difficulté dans la vie et rebondir, mais ça n'empêche pas que je suis quand même quelqu'un d'hypersensible, hyper émotif. Et quand il m'arrive un truc, même si c'est une petite tuile, je vais la vivre à 1000%. C'est-à-dire que je vais la vivre dans le sens où je risque d'être malheureux. Je risque d'être malheureux, de mal le vivre, c'est ma nature. Je peux pas aller contre ma nature. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est que ma nature est ainsi faite. Je suis hypersensible. Quand il m'arrive un drame, qu'il m'arrive quelque chose, je le prends à 1 milliard de pourcents et là, je le vis très très mal et après, je vais rebondir parce que j'ai cette capacité-là de rebondir. Mais je sais que je vais le prendre, je vais en souffrir. Et après, je vais le travailler, je vais le malaxer, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais l'affronter. Mais au premier abord, je vais le vivre, mais vraiment très très mal. Et donc, c'est comme ça. Et je pense qu'on a tous cette énergie en nous.
Mais tant qu'on n'en a pas besoin, on rentre dans notre train quotidien, quoi. Elle est tranquille dans notre société. Tu l'as dit, dans une société de confort, de luxuriance. Je l'ai dit tout à l'heure, on vit la France est un paradis où est peuplé de gens tristes et malheureux parce que on n'ose plus se prendre en main. Et je pense qu'on vit aussi, excuse-moi, hein, j'espère que ça va pas être mal interprété, surtout, je pense que ce soit mal interprété, mais je pense qu'on vit dans une société de victimes. On nous a victimisés. Tout le monde est victime de quelque chose. Et il y en a qui sont victimes de la société, il y en a qui sont victimes de leur éducation, il y en a qui sont victimes il y en a qui vont dire c'est la faute de leur femme, il y en a qui vont dire c'est la faute de leur mari, il y en a qui vont dire plus personne est capable de prendre en soi sa propre énergie et de dire wow, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux faire, voilà ce que ceci, et c'est comme ça, c'est ma décision. Non, on est accroché à la décision de quelqu'un d'autre. On est accroché à la décision de je vais avoir une aide de l'État, je vais avoir une aide de ceci, je vais avoir non, fais pour toi, vis ce que tu as envie de vivre, et après regarde ce que tu peux avoir peut-être autour des autres et demande un coup de main. Mais arrête d'attendre que les gens fassent pour toi. Arrête d'attendre que ça vienne. Putain, mais tu vas attendre toute ta vie. Moi, j'ai attendu pendant 10 ans, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai attendu pendant 10 ans dans un canapé. Et à un moment donné, j'ai compris que fallait que j'arrête d'attendre. C'était à moi d'aller vers les gens, de les bousculer, de leur demander un coup de main, de les provoquer même, d'aller au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, quoi, de les emmener dans mes aventures, d'aller au-delà de ce qu'on croit être capable de faire. Parce qu'on a été éduqués comme ça. Et je pense qu'il faut se révolutionner soi-même. Se mettre en face du miroir et dire, putain, mais oh, gars, oh, bouge-toi, quoi. Bouge-toi. Arrête d'attendre. C'est quoi ton rêve? C'est quoi ton objectif? Ça va être dur, ça va être violent. Moi, c'était dur, c'était violent. Je te l'ai dit tout à l'heure, il a fallu 10 ans de violence pour que je me ressorte de là. Et après, il a fallu 2 ans de travail comme un dingue, comme un damné, pour arriver à atteindre mon objectif, que personne ne croyait réalisable. Et pourtant, on l'a réussi avec l'équipe. Tu vois? Et je suis parti de zéro. Un mec pas sportif, gras comme un lardon, 40 balais, qui va se mettre au sport de niveau avec son ordinateur et un téléphone portable pour trouver des gens, trouver des partenaires, financer les prothèses. Et tout ça, je l'ai mené, quoi. Parce que je me suis sorti le bras du cul, parce que là, j'avais pris le doigt. Mais voilà, j'ai osé, quoi. Le maître mot, c'est oser. Oser aller vers les gens, oser demander un coup de main. Bougez-vous, quoi. Bougez-vous. Enfin, tu vois, mon énergie sort un peu trop violent, peut-être. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au départ, faut pas le prendre mal. Faut pas le prendre du mauvais sens en disant, quand je dis que c'est une société de victimes, parce que on nous met dans cette société-là. On veut, au plus haut niveau, on veut qu'on soit dans une société de victimes. On veut pas qu'on se réveille et qu'on se lève et qu'on se dit, waouh, c'est possible, ensemble, collectivement, on peut changer notre société. Ça, ils ont pas envie, ça. Au contraire, je trouve pas du tout ton énergie trop haute. Moi, je milite pour le réveil de l'exubérance humaine. Tu vois, de mettre des couleurs dans ce qu'on dit, de la voix, des gestes, tu vois, vivre pleinement nos émotions et voilà, tu vois, et clairement, toi, tu vis ton truc. On le sent, il y a l'énergie, tu crois, ça vient de ton cœur, tu vois, et t'es pas en train de l'édulcorer justement pour que ça soit bien plat et bien joli sur une ligne tout droite, quoi. Donc continue comme ça, reste comme t'es, ça me va parfaitement. Et comment est-ce que tu essaies de partager Comment est-ce que tu essaies de partager ces enseignements à tes enfants? Tu as 2 enfants, je crois. Donc moi, je te disais, je suis papa d'une petite fille de 2 ans. Tu m'as déjà donné un premier conseil tout à l'heure qui était d'éviter de lui dire de faire attention. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner aux parents qui sont ici pour permettre à leurs enfants justement de réaliser leurs rêves? Bah justement, tu viens de le dire, réaliser leur rêve, pas votre rêve. Leur rêve. C'est quoi leur envie? C'est quoi leur objectif à ces enfants? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Effectivement, travailler à l'école, c'est important de bien travailler à l'école. Mais si votre enfant, il travaille pas bien à l'école, c'est quoi son objectif? Qu'est-ce qu'il a envie, lui? Est-ce qu'il a envie d'être menuisier ébéniste? Est-ce qu'il a envie d'être charcutier? Est-ce qu'il a envie d'être chaudronnier? Tu vois, on a 5 enfants avec Susanna. Susanna a 3 filles, moi j'ai 2 garçons. On est aussi papy et mamie 3 fois, déjà. Et moi, mes garçons, je leur ai toujours dit, mais c'est quoi vos envies, quoi? C'est quoi vos objectifs? Tu vois, mon plus grand, Jérémy, à un moment donné, il voulait être officier de gendarmerie. Depuis tout petit, il rêvait d'être officier de gendarmerie. Donc moi, depuis tout petit, il me parlait, papa, un jour, je serai gendarme. Je serai gendarme, je serai gendarme, je serai gendarme. Et quand il était au lycée, il me disait, papa, je serai gendarme. Mon père, qui est je dirais, un personnage de l'ancienne génération, où il faut être fort, machin, c'est un peu bourru, tu vois. Et mon père avait pris cette fierté de son petit-fils. Mon petit-fils sera gendarme. Il le disait partout, haut et fort. Mon petit-fils sera gendarme et officier de gendarmerie, parce qu'il travaille bien à l'école. Et un jour, je voyais mon fils qui tournait en rond. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Je dis, je te vois, là. Je dis, il y a un truc qui va pas. Je dis, ouais, papa. Il dit, voilà, il y a eu un truc au lycée l'autre jour.
il y a eu des portes ouvertes et tout ça, et j'ai vu une école de commerce et en vérité, papa, j'ai plus trop envie d'être gendarme, j'aimerais bien aller en école de commerce. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais, j'ai dit, mais il est où le problème? Il est où le problème? Il dit, ouais, mais t'étais tellement content avec papy, il était tellement content que je sois gendarme. Ah, je dis, d'accord, je dis, on t'a mis la pression. Je dis, on t'a mis la pression parce que on était déjà fiers que tu sois gendarme. Je dis, mais n'importe quoi, mon garçon. Je dis, toi, qu'est-ce que t'as envie? Il dit, papa, j'ai envie de faire une école de commerce. Je dis, bah, vas-y, fais une école de commerce. Et tu vois, mon deuxième garçon, qui a toujours été en échec scolaire comme moi, dans toute ma vie, j'étais en échec scolaire, hein. Je pense que je suis comme lui, je suis dyslexique sévère. J'ai beaucoup de mal à lire, à écrire. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'écrire 5 bouquins. J'ai un nouveau bouquin qui va sortir au mois de février, là, le 22 février prochain. Et mon petit garçon était toujours à l'échec scolaire. Et un jour, il vient me voir, il me dit, papa, je sais ce que je veux faire, je veux être chaudronnier. Et il est sorti du collège, il est rentré au lycée professionnel. Et il y a une équipe pédagogique qui s'est mise autour de lui. Une équipe, encore une fois. Et il a eu son CAP. J'étais mis d'une fierté, mais monumentale pour lui. Et il a dit, papa, il dit, je vais continuer. Je vais avoir mon bac pro. Et ce jeune gamin qui était en échec scolaire comme moi toute sa vie, il a eu son bac pro. Et aujourd'hui, il vit du fruit de son travail. Il est heureux. Je l'ai pas emmené dans une voie où il est resté malheureux. Parce que moi, quand j'étais petit, mes parents et mes grands-parents, un jour, ils ont lu le journal, ils m'ont dit, tiens, ils cherchent un charcutier. Tu seras charcutier traiteur. J'ai dit, oui, mais moi, j'ai pas envie d'être charcutier traiteur. Moi, j'ai envie d'être menuisier ébéniste. Oui, mais là, il y a un poste. Tu seras charcutier traiteur. T'es pas bon à l'école. La conseillère d'orientation a dit, t'es trop con pour aller ailleurs, t'es trop intelligent pour rester ici. Et donc, tu seras charcutier traiteur. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai plus jamais retouché ce métier de ma vie. On m'a obligé à faire ça pendant 2 ans. C'était le truc le plus horrible de ma vie. donc voilà. Donc non. C'est à nous parents d'emmener de tenir nos enfants par la main et de les emmener sur le chemin de la vie de eux ce qu'ils ont envie de faire et pas nous ce qu'on a envie qu'ils fassent. Ça c'est la plus grosse erreur de tous les temps. Et toi, de quoi t'as envie maintenant? T'as traversé la Manche. Après, t'as fait les 5 continents. T'as relié les 5 continents à la nage. T'as eu un record aussi en apnée. Je crois que t'as fait le Paris-Dakar. J'ai l'impression que t'aimes bien te lancer régulièrement de nouveaux défis, trouver de nouveaux rêves. Quels sont les prochains à la carte? Alors le rallye-raid m'a beaucoup plu. J'ai toujours dit que je reviendrais, mais avec un véhicule propre. Donc si tout va bien en 2024, donc l'année prochaine, je serai de retour sur le rallye-raid, sur le Dakar, avec un véhicule hydrogène. Ça c'est vraiment avec une grosse équipe, la GCK Motorsport. Encore une fois, oser tenter sa chance. Donc depuis des années, je lis tout ce qui se passe sur l'hydrogène, je me renseigne, je m'informe, je vais dans les salons, je suis tout ce qui peut concerner l'hydrogène. Et maintenant, j'ai une petite culture là-dessus. Et j'ai vu un jour GCK qui travaillait là-dessus et je les ai contactés. Je dis voilà, si vous voulez un pilote atypique, je suis là, je suis présent, j'ai envie de travailler avec vous. Et ça se matchait. Et donc, on bosse ensemble sur ce projet. Et il y a quelque temps, le projet d'aller dans l'espace avec Elon Musk. Donc, j'avais fait un tweet aussi, un tweet un petit peu humoristique à mes followers en disant si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'enverrai un tweet à Elon Musk pour qu'il m'envoie dans l'espace. C'était une boutade à la base. Et je fais 50 000 followers en 2 heures et pas en 2 mois. Et donc j'ai fait un tweet à Elon Musk. Je dis salut Elon, je m'appelle Philippe Croison, je suis un aventurier français, j'ai pas de bras, pas de jambes, envoie-moi dans l'espace. Et j'ai mis 4 photos quand je suis pilote sur le rallye raid, le saut en parachute, la plongée sous-marine et la natation. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond, il me dit Philippe, quand Starship est prêt, je t'envoie dans l'espace. Et je dis écoute Elon, si c'est vraiment toi, j'ouvre mes messages privés, écris-moi un message privé sur Twitter. Et là, il m'écrit un message privé avec un petit smiley rigolo. Il me dit, écoute, c'est vraiment moi, quoi. Et là, moi qui me démonte jamais, je dis, écoute, si c'est vraiment toi, maintenant, donne-moi ton adresse mail. Il m'a donné son adresse mail, on a échangé. Pendant des semaines, on a rigolé parce que je reste nature. Ça aussi, c'est un message important, ne créez jamais un personnage. Restez tel que vous êtes. C'est la chose la plus importante, c'est votre plus grosse richesse. Restez tel que vous êtes quand vous rencontrez des gens. Ne créez pas un personnage pour péter plus haut que lui. Ou de dire que je suis capable de faire ça, ça et ça. Non. Je suis le personnage qui vient vous voir, je suis Philippe, je suis comme ça, et j'ai envie de vous parler de mon aventure. Et donc, avec Elon Musk, ou quand je suis avec le président de la République, ou n'importe qui, je reste Philippe. Je déconne. Il y a une vanne qui vient dans ma tête, je balance la vanne. Même si je suis en réunion, je balance une vanne. Mais je suis sérieux. Dans le travail, je suis sérieux. Je peux déconner, mais dans le travail, je suis sérieux. Et donc, avec Elon Musk, j'ai commencé à déconner, on s'envoyait des vannes, et ainsi de suite. Et un jour, je lui dis, alors, ça devient sérieux, cette histoire, tu vas vraiment envoyer dans l'espace? Et là, contre toute attente, il me dit, écoute, il y a Jared qui va décoller, Jared Isaacman. Je te mets en contact avec Jared et je veux que tu viennes avec Susanna à Cap Canaveral.
Et il m'a invité à Cap Canaveral. On a passé 12 jours. On a visité SpaceX, on a été au pas de tir, on a été à l'amérissage. Enfin, on a fait des trucs de dingue. On a rencontré Elon Musk 3 fois. Et j'ai discuté avec Jared. Et je suis toujours en contact avec Jared, qui va repartir là dans l'espace bientôt. Ça va être le premier touriste à sortir extravéhiculaire. Et surtout, aller à une altitude de dingue à 1400 km. Tu vois, le plus haut que l'homme a été, c'est 500 km jusqu'à maintenant. La station spatiale, elle est à 400 km d'altitude. Et là, Jared, il va aller à 1400 km et il va être le premier touriste à sortir dans l'espace avec une combinaison, quoi. Donc, tu vois, c'est juste, et en repartant, ils m'ont dit, écoute, quand Starship est prêt, on verra si un jour on t'envoie dans l'espace. Donc, encore une fois, tout est possible à celui qui ose. Même la connerie. Il faut tenter la connerie. Tout est possible. Elle est complètement incroyable, cette histoire. Elle est vraiment magnifique et ça montre et ça démontre une fois de plus que la base en fait de tout, c'est d'être tourné vers l'extérieur, d'être tourné dans l'action. Et après, tu sais pas par quelle forme ça va arriver. D'ailleurs, il y en a qui appellent ça la loi de l'attraction, mais en réalité, à partir du moment où tu mets en œuvre quelque chose, où tu vas vers l'extérieur, et ben l'extérieur te répond d'une façon ou d'une autre, pas forcément de la voie que tu avais imaginée à la base, mais peut-être d'une autre voie. Et puis ça va te donner de nouvelles idées et de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Et en fait, ça construit ta vie. Et tu vois, moi, je vois bien, par exemple, avec ce podcast qui est un tout petit truc, en fait, et à la base, qui répondait simplement à mon envie, moi, de m'élever, de m'offrir un terreau de réflexion pour grandir dans ma propre vie. Et ben, en réalité, ça m'a permis de rencontrer plein de gens passionnants. Avec certains, je suis devenu ami. Avec d'autres, on a eu envie de monter des projets ensemble. Et voilà, tu vois, il y a toute cette émulation qui se crée, tu vois, un peu comme quand tu mélanges des produits dans un shaker et tu les mixes, etc. Et à la fin, il arrive quelque chose de complètement nouveau, mais tu sais pas trop ce qui allait arriver initialement en mélangeant les ingrédients ensemble. Tu vois, c'est un peu une surprise. Mais cette surprise, elle peut se réaliser que quand tu es tourné vers l'extérieur, que quand tu es dans l'action. Et ça, comme toi, mais à des échelles différentes, caractérisé toute ma vie. J'ai toujours été ancré dans l'action. Et à chaque fois, ça m'a permis de progresser sur mon propre chemin de vie, de me faire avancer, et souvent dans des directions que j'aurais pas du tout imaginées à la base. Tu vois, et là, aujourd'hui, je parle, par exemple, de potentiel humain. Je parle de développer, d'optimiser ses capacités physiques, intellectuelles, de vivre une vie plus heureuse et peut-être d'accroître sa longévité. Alors qu'il y a 10 ans, j'avais une vie à l'opposé de celle que j'ai aujourd'hui. Je travaillais comme un malade, je consommais des drogues, j'étais absolument j'avais une sorte de plaisir à être mélancolique, tu vois. Et alors qu'aujourd'hui, je suis rempli d'enthousiasme, de bonheur, tu vois. Et j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés, tu vois, de l'ex-alcoolique romantique que j'étais à quelqu'un qui espère aujourd'hui et qui espère pas, qui est simplement un père heureux et épanoui et qui vit pleinement sa vie, tu vois. Et donc je trouve ça très beau, très beau, et je trouve que c'est une belle conclusion justement à tout ce que tu essaies de partager depuis le début de cette conversation. Une fois de plus, c'est très 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 inspirant. Bah, écoute, merci pour ton invitation. Et tu le sais très bien, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Quand tu es dans le négatif et que tu décides, je dis bien que tu décides de te battre, de mener ta vie, de la prendre en main et d'aller vers les objectifs que tu t'es fixés, le positif attire le positif. Toujours. Mais toujours. Il m'est arrivé des trucs de dingue. Effectivement, des fois, il y a des échecs, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prends-le, mais utilise-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu l'échec? Et continue à avancer. Ne t'arrête plus, quoi. Ne jamais faire un stop. Avance. Petit pas à petit pas. À un moment, tu vas avoir de la chance. Tu vas commencer à galoper, tu vas commencer à courir. Et boum, tu vas commencer à ralentir une nouvelle fois parce qu'il y a eu un obstacle et tu vas te remettre à courir. Mais ne t'arrête plus, quoi. Une fois que t'es parti, vas-y, mon gars, fonce, quoi. Donc, merci pour ton invitation. Ouais, merci pour ton juste une dernière partage. question. Parmi les 5 livres que tu as écrits, par lequel est-ce que tu conseillerais de commencer? Quel est ton préféré? Ah on le trouve plus dans le commerce, mais c'est vrai que les 2 premiers livres, ils sont en adaptation en ce moment pour le cinéma. Ok, cool. Le premier, c'est J'ai décidé de vivre, et le deuxième, La traversée de la Manche à la nage. Ils sont en adaptation là pour le cinéma, donc c'est plutôt cool. Donc bientôt sur le grand écran. Faut chercher l'acteur qui est d'accord de se faire couper les bras et les jambes. Donc on va voir. On va demander à Alban Ivanov s'il veut bien se couper les bras et les jambes. J'aimerais bien. Donc voilà. Non. Enfin, tous les livres sont bien. Le prochain, tiens, voilà. Comme ça, je fais la promo pour mon prochain livre qui s'appelle Mes 13 commandements et débrouillez-vous. Ah, magnifique. Écoute, je mettrai de toute façon tous les liens dans l'article lié. Avec ces 10 commandements. Il y en avait pas assez. Donc le 22 février.
Le 22 février. Ok. Bah, de toute façon, donc dans l'article lié, je mettrai tous les liens, quelques photos de toi, les meilleures citations, et puis ton site internet évidemment où on peut retrouver un petit peu tout ce que tu fais. Je te propose de faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, pas un moment très agréable, un moment de partage. C'est ce que je Un dis moment de dans partage. toutes mes conférences et à chaque fois. Pour tout le monde qui passe un bon moment de partage, tout va bien. Bah écoute, merveilleux. Moi, j'ai pris un grand plaisir à faire ta connaissance. Je te connaissais pas évidemment, et je t'avais eu simplement au téléphone. Et c'est revigorant. Voilà, tu vois, t'es une petite. Tu disais que t'avais pris, je sais plus, 25 000 volts et du coup que t'étais rechargé à bloc. Bah, t'es tellement rechargé que t'arrives à donner de l'énergie autour de toi, à moi en l'occurrence, et puis j'en suis sûr à tous nos auditeurs. Donc un grand merci pour ça. Merci. À bientôt, les amis. À bientôt, Philippe. Bye.